Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des changements majeurs en vue dans le système judiciaire malien. Notre pays dispose en effet désormais d'un nouveau code pénal et d'un nouveau code de procédure pénale, deux textes, deux instruments juridiques adoptés par le Conseil national de transition lors de sa séance plénière du 31 octobre dernier. De nouvelles dispositions qui ont pour objectif de fournir un cadre juridique renouvelé, plus moderne et plus adapté aux réalités maliennes. Les défenseurs des droits de l'homme saluent des avancées majeures en matière de justice. Mamoudou Kassogué, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. Konaté. Alors, le dispositif pénal du Mali, donc, qui fait sa mue avec l'adoption de ces deux textes majeurs. Que représentent ces deux textes pour les acteurs de la justice? Merci beaucoup, M. Konaté. Je voudrais, à l'entame de mes propos, vous remercier infiniment pour cette opportunité que vous m'offrez. Et remercier aussi M. le directeur général et l'ensemble du personnel de l'ORTM. Saluer l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent. Et je suis particulièrement heureux d'être sur ce plateau pour parler du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale adopté par le Conseil national de transition le 31 octobre 2024. Il s'agit de deux textes majeurs dont l'adoption va changer de manière durable et qualitative la distribution de la justice au niveau du Mali. Il faut dire que le code pénal et le code de procédure pénale constituent la principale source du droit applicable en matière d'exercice de l'action publique et de fonctionnement des juridictions pénales. Or, nous savons que la juridiction pénale occupe une grande partie de l'activité des juridictions au Mali, à travers les infractions qui sont poursuivies. Des textes d'une importance capitale, donc, mais comment est-ce que ces textes ont évolué depuis l'indépendance? Ok, il faut dire que le code pénal et le code de procédure pénale sont des textes dont les changements ne se font pas de manière très rapide. Et avec l'adoption de ces textes, nous sommes au troisième code pénal du Mali depuis l'indépendance, le troisième aussi code de procédure pénale. Et les codes ont été adoptés en 1962, les premiers codes, premier code pénal et premier code de procédure pénale. Il a fallu attendre 2001, donc soit 40 ans, pour que ces textes puissent être relus. Et depuis 2001, nous sommes en train d'appliquer les textes qui ont été adoptés cette année, et en 2001, donc soit 23 ans. Depuis 23 ans, nous sommes en train d'appliquer les mêmes textes. Et en 23 ans, les textes ont montré des limites? Oui, et en 23 ans, les textes ont montré beaucoup de lacunes, des insuffisances, des anachronismes et des vides juridiques qu'il fallait combler. Et cela a été diagnostiqué à la suite d'un audit que nous avons commandé en 2016 au niveau du ministère de la Justice. Donc un consultant a été désigné pour diagnostiquer notre système judiciaire. Il a relevé les insuffisances. Et à partir de là, nous avons engagé un processus de réforme en recrutant 2 consultants maliens. Et ça, vraiment, je suis fier de les mentionner. Il s'agit de 2 magistrats, donc maliens, qui ont fait le travail préliminaire en proposant l'avant-projet. Et cet avant-projet a été soumis à la commission permanente législative du ministère de la Justice, basée au niveau de la Direction nationale des affaires judiciaires et du Sceau. Donc à ce niveau, nous avons convié toutes les personnes ressources pour examiner ces avant-projets, prendre en compte leurs amendements, leurs propositions et leurs contributions, donc pour enrichir les textes. Donc vous êtes en train de nous parler du fait que le processus il a été participatif, quelqu'un ne s'est pas mis quelque part pour sortir des textes? Oui, pas du tout. Le processus, comme vous l'avez dit, il a été participatif et inclusif. Donc, lorsque la commission législative permanente a terminé son travail, nous avons organisé des ateliers restreints avec les experts qui interviennent sur la thématique. Donc, 2 ateliers qui ont permis vraiment d'intégrer les différentes contributions et les recommandations. Et à l'issue de ces ateliers-là, nous sommes allés à l'organisation d'un atelier national de validation.
donc, où étaient présents les différents acteurs qui sont impliqués dans les processus, notamment les magistrats naturellement, les ordres professionnels du secteur de la justice, les organisations de défense des droits de l'homme, les organisations de la société civile, les leaders religieux, et les groupements de femmes, les groupements de jeunes. Donc, nous avons eu recours aux universitaires. Donc il ne s'agissait pas uniquement des acteurs de la justice. Pas uniquement des acteurs de la justice. Donc, ça a été validé par toutes les forces vives de la nation, donc, qui sont venus et qui ont fait des amendements et des contributions. Donc, nous avons par la suite organisé des ateliers restreints encore pour intégrer les différentes recommandations qui ont été faites par l'atelier national de validation avant d'aller avec un comité encore plus restreint, vérifier si tout ce qui avait été annoncé comme recommandation, comme contribution a pu être intégré et voir la faisabilité avant de finaliser les textes. Alors, Monsieur le ministre, quelle place occupe la relecture de ces deux textes majeurs dans les réformes globales que vous menez au niveau de la justice? Une place particulièrement importante. Il faut dire que lorsque nous avons fait diagnostiquer notre droit positif, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup d'insuffisances. Et au niveau de divers textes, il fallait donc entamer ces processus de réforme. Et au niveau des textes qui concernent la procédure pénale, le code pénal, les statuts des personnels, j'allais dire statut de la magistrature, statut des greffiers, statut des huissiers commissaires de justice, et les statuts aussi des surveillants de prison. Donc, beaucoup de textes étaient en relecture. Mais le code pénal et le code de procédure pénale sont des textes qui sont particulièrement importants. Donc, on estime que c'est d'ailleurs le texte peut-être le plus important après la Constitution. Ils n'ont pas tort de le dire parce que quand vous prenez le code pénal, c'est l'ensemble des dispositions comportant des sanctions pénales par rapport aux actes qui sont interdits. C'est-à-dire que tous les actes, tous les comportements qui sont interdits donc, sont catalogués dans le code pénal avec des sanctions pénales qui leur sont applicables. Donc, quand vous prenez des interdictions qui concernent le domaine du commerce, le domaine du travail, le domaine de l'aviation, donc le domaine de la vie courante, tous les secteurs de la vie que vous prenez, quand il y a des interdictions d'une certaine importance, on les érige en infraction à la loi pénale et ces infractions trouvent leur place dans le code pénal. Maintenant, s'agissant du code de procédure pénale, il s'agit de l'ensemble des dispositions qui sont là pour mettre en œuvre le code pénal. Donc, comment les infractions sont constatées, donc comment les enquêtes sont menées, les poursuites, comment elles sont exercées, les libertés, les détentions, les mesures de remise en liberté, les jugements, les voies de recours, l'exécution de la peine. Il s'agit de voir comment tout cela est mis en œuvre. Donc le code de procédure pénale, c'est un peu le baromètre des droits et libertés dans un État. D'accord. Donc, oui. Monsieur le ministre, parlons innovation. Oui. Apparemment, elles sont très nombreuses et sur beaucoup de plans. Oui. Alors, qu'est-ce qui va changer fondamentalement? Commençons par le code pénal. Merci beaucoup, M. Konaté. Il faut dire qu'il n'est pas trop exagéré de dire qu'il y aura pratiquement un changement radical, tant dans la distribution de la justice que dans l'administration de la justice. Il faut dire que nous avons un code pénal, le nouveau code pénal, qui comporte des dispositions innovantes vraiment très, très, très nombreuses. Et cela a pu amener le nombre d'articles de 328 concernant l'ancien code à 700 et quelques concernant le nouveau code. Et il faut dire que les innovations commencent déjà au niveau de l'architecture. Donc nous avons un code dont la présentation a été changée, la numérotation change avec 4 chiffres donc, qui permettent d'actualiser donc, les différentes infractions qui sont prévues au gré des évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales. Donc c'est là qui change. On a aussi des dispositions de droit pénal général qu'on a pu insérer
par exemple, notamment pour ce qui concerne les principes de la légalité des délits et des peines, l'application de la loi pénale dans les temps et dans l'espace, l'objet de la loi, l'objet du règlement. Donc, toutes ces dispositions, la non-rétroactivité de la loi pénale, toutes ces dispositions sont définies dans notre nouveau code pénal. Et vous allez au-delà, à l'intérieur, vous trouvez des dispositions innovantes particulièrement importantes, comme la responsabilité pénale des personnes morales. Il faut dire qu'avant l'adoption de ces textes-là, les personnes morales ne pouvaient voir les responsabilités engagées qu'en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Maintenant, cela est possible dans tous les secteurs où ces personnes morales interviennent, hormis l'État et les collectivités territoriales. Donc, toutes les autres personnes morales peuvent voir leurs responsabilités pénales engagées. Au-delà de cet aspect-là, il faut dire que désormais, on a catégorisé les infractions. Les contraventions ne peuvent être punies que par des peines d'amende. Amende allant de 50 000 à 100 000 francs. Donc, selon qu'il s'agisse de contraventions de première, de deuxième ou de troisième classe. Donc, cela est une nouveauté. Et il faut dire que quand on quitte ce secteur-là, il faut aussi constater que les peines, il y a des peines plafonds qu'on a essayé de mettre en place. Donc avant, on disait le vol est puni de 1 à 5 ans. Maintenant, on dira le vol est puni de 10 ans d'emprisonnement. Quel que soit le vol. Voilà, on met une peine plafond. Maintenant, dans la mise en œuvre, le juge va moduler en fonction de la gravité de l'infraction et des circonstances qui l'ont entouré. Donc, cela est pris en compte. Donc, ça permet vraiment d'avoir une application très modulée du code. Et vous quittez ces segments-là et vous évoluez vers les infractions résultant des dispositions communautaires, comme les textes de l'OADA, les textes de l'IOMOA que nous avons ratifiés. Nous avons intégré ces dispositions pénales dans le code pénal. Nous avons aussi pris en compte de nouvelles incriminations comme l'esclavage. L'esclavage n'était pas encore incriminé au Mali en tant que tel. Donc les juges... Alors que ça fait beaucoup de bruit par moment quand même. Oui, ça fait beaucoup de bruit. On essayait de réagir en prenant des infractions qui se rapprochaient de cette pratique, mais qui ne couvraient pas toute la réalité donc, de l'esclavage. Et ensuite, des dispositions relatives à la traite des personnes, aux violences basées sur le genre, donc ont pu être intégrées. Donc, c'est dire que vraiment, il y a eu beaucoup... Jusque-là, les violences basées sur le genre, il n'y avait pas de texte concret non plus. Non, il n'y avait pas de texte concret en tant que tel. Donc, on a pu insérer ça donc, pour prendre en compte vraiment un certain nombre d'infractions qui se commettaient dans notre société et par rapport auxquelles on n'avait pas de réponses appropriées. Donc, tout cela a été corrigé. On a pu prendre cela en compte. Avant de dépasser ce chapitre, il y a aussi l'homosexualité dont la presse a beaucoup parlé ces derniers temps. Oui, vous avez particulièrement raison. Là, il s'agit d'une innovation majeure parce que cette pratique était en train, à un certain moment, donc, de prendre l'ascenseur. Donc, or, nous savons que nous sommes un pays qui a été le berceau de 3 empires et de plusieurs royaumes. Donc nous avons des valeurs auxquelles nous sommes particulièrement attachés et des valeurs qui ne permettent pas des déviations telles que l'homosexualité ou autres pratiques contre nature. Donc c'est pourquoi nous avons pris le taureau par les cornes et nous avons incriminé cette pratique-là. Mais dans le code, vous ne verrez pas le mot homosexualité. Donc c'est pris sous l'angle de l'attentat à la pudeur et de l'outrage public à la pudeur. Donc, il s'agit d'actes à connotation sexuelle contre nature entre 2 personnes de même sexe, donc soit qui sont pratiqués sur quelqu'un qui est victime et qui se plaint, donc là c'est l'attentat à la pudeur, soit c'est fait publiquement devant des gens qui sont involontairement témoins. Là, c'est l'outrage public à la pudeur. Mais pourquoi on n'a pas pris ces choses, appelées ces choses par leur nom, pour ne pas être en porte-à-faux avec la communauté internationale là-dessus? En fait, ce qu'il faut dire, c'est que nous prenons cette réalité sociologique,
sur la base de notre réalité. Nous ne pouvons pas prendre, par exemple, la définition offerte par les dictionnaires ou bien par d'autres noms. C'est conformément à notre réalité sociétale que nous prenons ça en compte. Et il faut dire aussi que l'apologie est aussi condamnée de manière très sévère. Donc, ce qui fait que le fait de le pratiquer sous forme d'attentat à la pudeur, sous forme d'outrage public à la pudeur, sous forme d'apologie, tout cela est pris en compte et sera sévèrement réprimé. Nous allons prendre des dispositions, des notes circulaires pour demander à ce que l'application soit vraiment très efficace pour bannir de notre société de tels comportements dans lesquels nous ne nous reconnaissons pas du tout. Est-ce que nous sommes en phase avec les dispositions internationales sur ce sujet? Oui, sur ce sujet, il faut dire que liberté ne doit pas signifier libertinage. Il y a des limites qu'on doit insérer. Par exemple, il y a des gens qui ont choisi de légaliser les mariages entre deux hommes, entre deux femmes. Certains même se marient avec des animaux. Bon, nous, on ne peut pas accepter cela. Cela ne peut pas venir dans notre société. Donc, c'est pourquoi chaque société a sa réalité et chaque société applique les textes en fonction de ses besoins. D'accord. Parlant d'apologie, il y a aussi l'apologie du terrorisme, le recrutement de terroristes. Oui, effectivement. Et là, c'était déjà une disposition qui avait été insérée lorsque nous avons modifié donc, le code pénal à un moment donné. Et je crois que c'était en 2018. On a pu insérer certaines dispositions pour prendre ça en charge. Mais actuellement, de manière très nette, donc on a condamné l'apologie du terrorisme, l'apologie du financement du terrorisme et de toutes ses formes. Donc cela est vraiment sans équivoque. D'accord. Passons donc au code de procédure pénale. Oui. Donc le code de procédure pénale, c'est là où réellement les innovations sont les plus importantes. Et il faut d'abord commencer par la suppression des cours d'assises. Comme nous le savons, tous les crimes étaient jugés par les cours d'assises. Et les cours d'assises, leur session se tenait 2-3 fois dans l'année. Donc, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de lenteur dans la prise en compte des dossiers qui devaient attendre des programmations pour pouvoir être jugés. Aujourd'hui, avec la suppression des cours d'assises, les chambres criminelles au niveau des tribunaux d'instance et au niveau de la cour d'appel vont intervenir pour juger tous ces dossiers. Il n'y a pas de périodicité. On juge les dossiers au fur et à mesure qu'ils sont terminés. Donc ça, c'est particulièrement important. Donc ça va apporter une plus-value à quel niveau? Au niveau de la célérité dans le traitement des dossiers. Parfait. Et ensuite, il y a aussi le double degré de juridiction qui est instauré. Donc si les dossiers sont jugés en première instance, les plaideurs ou les personnes mises en cause ont la possibilité de faire appel. Alors qu'avec la session d'assises, on ne pouvait exercer que le pourvoi. Donc il n'y avait pas d'appel possible. Donc, après cette disposition sur la suppression de la cour d'assises, il faut dire que la liste des OPJ a été élargie. Les officiers, de police judiciaire. Donc, les surveillants de prison ont reçu des pouvoirs de police judiciaire pour constater les infractions qui se commettent à l'intérieur des maisons d'arrêt, des établissements pénitentiaires. Donc, cela est une innovation. Et il faut dire aussi que... Et cela résout quel problème d'abord? Ça résout un problème de célérité dans la prise en charge des actes. Par exemple, certaines infractions peuvent se commettre nuitamment. Alors, il ne sera pas facile de mobiliser des unités d'enquête situées ailleurs pour venir faire le constat. Donc, s'il y a des officiers de police judiciaire sur place, donc la prise en charge peut être rapide. Ça évite le dépérissement des preuves. Ça évite aussi la continuité des infractions. Donc, il y a aussi, dans le cadre de la relecture du code minier, donc, il a été prévu la création d'une brigade chargée de la police des mines. Et cette brigade, donc, de par les dispositions du Code de procédure pénale, acquiert aussi des pouvoirs de police judiciaire. J'allais dire que les agents qui vont servir au niveau de cette brigade donc, auront la plénitude des attributions des officiers et agents de police judiciaire. Encore une fois, pour connaître quel genre d'infraction au niveau des mines. Il faut dire que dans le cadre des mines, il y a beaucoup d'infractions qui se commettent. Par exemple, il y a des gens qui sont dans l'exploitation illicite des substances minérales. D'autres sont dans la dégradation et la pollution de l'environnement. Il y a d'autres qui utilisent des machines non autorisées pour réaliser des extractions.
Et au-delà, les dragues et autres qui sont utilisés, les produits nocifs utilisés, donc tout cela va être constaté. Et les substances vont être saisies, les produits extraits aussi pourront être saisis. Donc cela va permettre vraiment de moraliser ce secteur-là, faire en sorte que ceux qui ont des permis légaux puissent les exploiter dans le respect de la loi. Ceux qui n'ont pas de permis donc, ne pourront pas aller à cette exploitation et on aura moins de pollution de l'environnement. Et ça, vraiment, nous allons prendre aussi des circulaires là-dessus. Nous avons déjà une première circulaire que nous allons renforcer pour demander à ce que les textes soient appliqués avec la dernière rigueur, parce que c'est un domaine extrêmement sensible, donc à travers lequel on est en train de porter atteinte à notre santé, donc à la santé des animaux, des végétaux, des cours d'eau. Donc c'est un problème extrêmement grave. Donc, il y a cette brigade, les agents de cette brigade qui vont avoir des pouvoirs de police judiciaire. Donc, hormis cela, il y a la médiation pénale, donc, qui intervient en matière de délinquance économique et financière. Il faut dire que cette médiation pénale était interdite par le code antérieur, parce que ce code estimait qu'en matière de crimes, en matière d'infractions contre les mœurs, et en matière d'atteinte aux biens publics, il ne devrait pas y avoir des médiations pénales. Nous avons pu constater que si on peut garder les crimes et les infractions aux mœurs hors du champ d'application de la médiation pénale, s'agissant des atteintes aux biens publics, il fallait moduler, faire en sorte qu'on puisse appliquer cette médiation pénale si cette médiation pénale peut atteindre les objectifs suivants. Premier point, réparer entièrement le préjudice qui a été commis. Deuxième point, mettre fin aux troubles causés à l'ordre public. Et troisième élément, assurer la socialisation de la personne mise en cause. Si ces objectifs peuvent être atteints, il n'y a aucun problème. Mais le procureur appréciera. Parce qu'il y a certaines infractions qui commettent des troubles tellement graves à l'ordre public que la médiation ne sied pas. Dans ces cas, ça sera écarté. Et s'agissant des intérêts de l'État, la Direction générale du contentieux de l'État et l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis et confisqués vont être associés à ce processus de médiation pour permettre de mieux défendre les intérêts de l'État. Nous avons aussi les bracelets électroniques qui va être institués donc, pour permettre d'éviter les mandats systématiques dans tous les cas. Une alternative à l'emprisonnement. Voilà, c'est une alternative à l'emprisonnement. Donc ça va permettre vraiment de désengorger les maisons d'arrêt et aussi d'éviter les mandats là où ce n'est pas nécessaire. Et par rapport à ces mandats, il y a aussi un collège de la liberté et des détentions qui est mis en place pour permettre de mieux encadrer la délivrance des mandats de dépôt et les remises en liberté. Au lieu que ce soit un seul juge qui décide, c'est plutôt un collège constitué de 3 magistrats qui vont examiner les dossiers et décider est-ce que dans ces cas, il y a lieu de décerner mandat de dépôt ou pas, et est-ce que dans ces cas, il y a lieu de libérer ou pas. Donc je crois que quand 3 personnes décident, on a beaucoup plus de chances d'accéder à une décision plus raisonnable que lorsqu'il s'agit d'une décision d'une seule personne. Il y a aussi les référés liberté qui permet à une personne mise en détention de pouvoir immédiatement saisir la juridiction dédiée pour contester sa mise sous mandat de dépôt. Donc cela aussi permet de corriger certains cas où des personnes ont dû être incarcérées et dans des conditions vraiment qui n'étaient pas tout à fait correctes. Donc ça permet de corriger cela. Donc quand vous prenez d'autres dimensions dans le cadre du code de procédure pénale, il y a l'introduction des techniques spéciales d'enquête. Donc nous savons qu'aujourd'hui les délinquants utilisent les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour commettre des infractions. Pour pouvoir les traquer, démanteler les réseaux, il faudrait qu'on puisse utiliser aussi les mêmes techniques pour pouvoir les retrouver. Donc avant, ce n'était pas possible, sauf en matière de terrorisme. Aujourd'hui, on a étendu ça à d'autres infractions, le blanchiment des capitaux, les atteintes aux biens publics, donc la cybercriminalité, donc les atteintes à la sûreté de l'État. Donc dans tous ces domaines, on pourra utiliser les techniques spéciales d'enquête pour pouvoir
retrouver les traces, et les éléments de preuve de l'infraction, traquer les intéressés, démanteler les réseaux de manière efficace. Donc, cela aussi est en cours en termes d'innovation. D'accord. Monsieur le ministre, vous aurez aussi un juge de l'application des peines. Oui, effectivement, il est prévu que dans chaque juridiction, un juge de l'application des peines soit institué. Donc, ce juge aura pour tâche d'apprécier les peines qui ont été prononcées contre les personnes condamnées pour savoir est-ce qu'au vu du comportement d'un condamné, sa peine mérite d'être modulée, donc pour l'assouplir, pour l'élire à un travail à la corvée, par exemple, pour faire un travail d'intérêt général, ou bien il y a lieu de durcir aussi les conditions concernant certains. C'est le juge de l'application des peines qui va apprécier toute cette dimension-là. Présentement, qui l'apprécie? Et présentement, c'est le procureur de la République qui apprécie, mais nous n'avons pas un véritable système qui permet, par exemple, d'aggraver une peine ou de la diminuer. C'est au niveau des maisons d'arrêt où on essaie, dans le cadre de la réinsertion des détenus, certains sont éligibles pour aller faire du travail agricole dans les pénitenciers agricoles, d'autres sont déchambrés, donc on leur fait apprendre des métiers pour leur permettre de se réinsérer socialement. Donc il y a cette dimension qui est faite au niveau de l'administration pénitentiaire. D'accord. Vous avez parlé de mesures comme le bracelet électronique. Est-ce que vous avez pensé un peu à la perception sociale de cela? Bon, il faut dire d'emblée que d'abord, c'est mieux que la prison. Quand vous devez porter un bracelet plutôt que d'aller en prison, c'est déjà une chance. On choisira de porter le bracelet, voilà. Ça c'est sûr. Ensuite, nous allons prendre des dispositions dans l'application pour faire en sorte que ces bracelets-là ressemblent beaucoup plus à un ornement qu'à un objet de coercition qui puisse vraiment violer la présomption d'innocence des personnes mises en cause. D'accord. Je crois que sur ce plan, ça va aller. Il y a des apaisements. Alors, Monsieur le ministre, oui. Les défenseurs des droits de l'homme se réjouissent, les associations, les militantes aussi de la cause féministe. On va vous demander comment est-ce que vous réagissez à ces réactions? Et il faut dire que les codes qui ont été adoptés l'ont été dans le cadre d'un processus participatif et inclusif, conformément à la vision du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui a insisté pour que nous ayons des codes consensuels. Ça, il a toujours insisté. Faites en sorte que vous ayez des consultations les plus larges possibles pour que le maximum de Maliens participent à ce processus. Donc, les femmes, les jeunes, les défenseurs des droits de l'homme ont eu l'occasion de participer à tous les travaux et nous avons pu insérer leurs recommandations, leurs contributions. Donc, de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est un code vraiment qui leur donne satisfaction. Il faut dire que c'est un code qui réalise vraiment un équilibre entre la nécessité d'assurer la protection de l'ordre public et le respect des droits de la défense et des droits de l'homme. Nous voulons non seulement aller vers la célérité, la fiabilité des procédures, mais nous voulons aussi faire en sorte que cela ne se fasse pas dans la violation des droits. D'accord. Comment est-ce que ça va s'opérer, la mise en œuvre? Est-ce que tout change à partir d'aujourd'hui? Il faut dire que pour ce qui est de l'application, il faut d'abord prendre des dispositions pour corriger et insérer les amendements qui ont été formulés par le Conseil national de transition. Ce travail est en cours au niveau du ministère et après, les membres du ministère vont se déplacer au niveau du Conseil national de transition. Ils vont faire un travail collégial. Nous allons vérifier si tout a été inséré et de manière correcte. Après, les textes vont être transmis au président de la transition, donc qui va aussi procéder à une vérification avant de promulguer. Maintenant, après la promulgation, donc les textes vont commencer à s'appliquer dans les délais qui ont été impartis. Et là, nous allons aussi prendre les textes subséquents. Donc, par exemple, il y a des décrets d'application qui sont nécessaires dans certains cas. Il y a des mesures additionnelles qui doivent être prises. Donc, on va essayer de prendre des dispositions pour que tout cela puisse se faire très rapidement. D'accord. À quel horizon est-ce que vous espérez pouvoir appliquer les nouveaux textes pleinement? Bon, il faut dire que certaines dispositions vont demander un peu de temps.
par exemple le juge de l'application des peines et le collège de la liberté. Ça, c'est des dispositions qui vont demander que nous ayons un certain nombre de magistrats pour pouvoir commencer à les appliquer pleinement. Parce que quand on désigne le collège dans une juridiction, et c'est 3 magistrats qui vont pratiquement laisser toutes leurs charges pour s'occuper de l'appréciation des différents procès-verbaux qui sont là, des dossiers qui leur sont soumis, pour voir si le mandat est opportun ou pas, si la mise en liberté est opportune ou pas. Donc ça va prendre pratiquement leur temps. Donc, or, aujourd'hui, nous avons vraiment un déficit de personnel dans les juridictions. Donc, comme nous avons des auditeurs en cours de formation et qui vont bientôt terminer leur formation courant 2025, donc dès que ceux-ci seront opérationnels, nous allons pouvoir mettre en œuvre les juges de l'application des peines et le collège de la liberté et des détentions. Maintenant, il y a d'autres dispositions dont l'application peut être immédiate. Nous aurons peut-être juste besoin d'assurer des formations aux différents acteurs de la chaîne pénale pour que l'application puisse se passer sans problème. D'accord, si on considère que les textes sont là, est-ce que les textes suffisent véritablement pour faire de la réforme une réussite? Les textes ne suffisent pas, mais c'est déjà un pas important. Et il faut dire que pour réussir une réforme, il faut non seulement des textes qui constituent l'encadrement juridique, mais au-delà, il faut un changement de comportement. Cela est particulièrement important. Et Platon le disait, avec de très bons magistrats, donc on peut réduire l'effet néfaste des mauvais textes. Même si les textes sont mauvais, si on a de bons magistrats, les effets néfastes peuvent être réduits. Maintenant, ce qui veut dire que même si on a les meilleurs textes, si nous n'avons pas une bonne application, ça peut poser problème. Donc sur ce plan, nous allons veiller à ce que les textes soient vulgarisés, portés à la connaissance de tous les acteurs, à ce que les mécanismes de contrôle interne et externe puissent être activés et appeler aussi, en appeler à la conscience professionnelle des différents acteurs pour que chacun se comporte vraiment de manière irréprochable. Non seulement nous allons faire de la sensibilisation, de la formation, mais nous allons aussi être stricts par rapport à l'application des mesures sur le contrôle, sur la sanction des comportements déviants. Et je crois qu'avec cette synergie, on peut arriver à transformer les choses. Mais je crois que l'apport de la population aussi sera particulièrement important. Parce qu'il faut dire que par rapport aux comportements déviants qui sont listés, très souvent, certains justiciables sont à l'initiative. Donc, sinon, s'il n'y a pas d'initiative, il y a certains qui n'osent pas franchir la ligne. Dans tous les cas, ils ne devraient pas franchir la ligne. Mais l'initiative prise par l'interlocuteur peut pousser certains à franchir cette ligne. Donc on va demander à ce que les justiciables aussi essaient de rester dans le strict respect de leurs droits et ne pas entreprendre les juges et autres acteurs de la justice dans des comportements déviants. Alors, une appréciation, Monsieur le ministre, par rapport à l'évolution, en quelques mots juste, du chantier global de la réforme de la justice. Ok, il faut dire que la justice est vraiment dans un véritable chantier. Et la justice étant un des piliers principaux de la refondation de l'État, il va sans dire que nous avons besoin pour réussir cette réforme d'avoir des instruments juridiques de qualité. Et cela va se ressentir dans tous les domaines. Et comme vous l'avez constaté, le code pénal, le code de procédure pénale viennent d'être adoptés. Et nous avons aussi pu faire adopter les statuts de la magistrature qui étaient aussi dans des circuits d'adoption depuis 2017. Donc le statut des greffiers, nous avons pu faire adopter certaines dispositions dont nous avions besoin immédiatement dans le cadre des concours. Maintenant, le texte global est en cours de lecture dans les circuits d'adoption. Nous avons aussi le statut des surveillants de prison qui est dans les circuits d'adoption et la direction nationale de l'administration de la justice qui doit être érigée en direction générale. Ce texte est dans des circuits. Donc, par la suite, la direction nationale de l'administration de la justice, la direction nationale des affaires judiciaires et du sceau vont aussi être érigées
en direction générale. Donc, ces différents textes sont dans les circuits d'adoption. Nous avons des textes sur le rôle des légitimités traditionnelles en matière de justice qui sont aussi en cours. Et donc, beaucoup de textes vraiment qui sont en chantier. Nous avons beaucoup de chantiers sur lesquels nous sommes en train de travailler et qui, à terme, vont permettre à notre justice d'être dotée d'instruments juridiques de qualité, d'avoir des infrastructures modernes, et le recrutement du personnel qui a commencé va aussi continuer pour nous donner des ressources humaines en quantité et en qualité. Donc je crois que quand nous aurons tout cela réuni, vraiment ce sera le renouveau de la justice dans toutes ses dimensions. Et on vous souhaite plein succès, Monsieur le ministre, sur ce chantier. Merci beaucoup. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment, M. Konaté. Merci beaucoup. Merci. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.